Donc il faut que je passe après le point G du tourisme. Écoutez, je vais essayer de relever le défi. Alors moi, effectivement, je vais essayer de vous prêter mes lunettes. Bon, c'est moins sexy, je vous l'accorde. Je suis consultant dans le domaine des mobilités. C'est un monde dans lequel je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Et la particularité que j'ai, c'est que je mets de côté cette période qu'on vient de vivre, je me déplace beaucoup et j'essaye de regarder ce qui se passe un peu partout et de m'en nourrir pour mes différentes études et pour aider les collectivités ou les clients qui sont les miens. Et donc effectivement, Ludovic, je lui ai dit, je vais essayer de prêter mes lunettes aux personnes qui sont dans la salle pour essayer de créer avec un ensemble de destinations ce qui pourrait être une destination rêvée entre le lien tourisme et mobilité. Juste commencer par une courte introduction. Il faut avoir en tête que quand on parle de mobilité pour un visiteur, pour quelqu'un qui veut avoir accès à des loisirs, pour quelqu'un qui veut visiter, rencontrer le patrimoine, il y a 4 grands moments, on va dire 3 grands moments dans le déplacement. Il y a celui où on va planifier, potentiellement on est chez soi, dans le canapé, on regarde sur Booking. Il y a celui où on va commencer à être en mobilité, et c'est là où on va potentiellement prendre le train, l'avion, ou je ne sais quoi, sa voiture. Et là on peut le scinder en 2. On va avoir un déplacement long et potentiellement le dernier kilomètre, c'est ce qui va nous amener de l'aéroport au centre-ville, qui va nous amener de la gare jusqu'à notre Airbnb. Et enfin, il y a le surplace. Moi, je vais m'attarder aux 2 derniers. Pourquoi? Pour une raison très simple. Ici, je pense qu'on a une majorité de collectivités publiques, territoriales, d'acteurs locaux du territoire. Sur ces 2 aspects, vous avez un levier. Sur les autres, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'enlever des avions du ciel, on le sait, même si on le souhaite tous. Donc on va zoomer sur les 2 derniers. Et donc on va commencer par arriver sur un territoire. Alors vous allez vous dire, il est fou. Il commence un exemple sur la mobilité durable par les États-Unis, symbole du capitalisme, anciennement de Donald Trump, un aéroport, Boston, la côte est la plus riche des États-Unis. Oui, mais beaucoup de pragmatisme, et c'est ça que je voulais vous montrer. Boston a mis en place un coupe-fil qui normalement est plutôt associé aux gens qui arrivent avec une carte de fidélité à une compagnie aérienne. Là, c'est si vous arrivez en autobus, en transport public à l'aéroport, vous avez une file entièrement prioritaire sur l'ensemble des check-in de l'aéroport. Et si vous avez été aux États-Unis, vous savez que depuis le 11 septembre, passer les différentes étapes d'un aéroport américain, c'est très compliqué. Donc là, on favorise l'accès au transport public à l'aéroport et on vous donne un accès facilité parce que vous arrivez avec les transports publics. C'est plutôt intéressant et si les Américains ont réussi à le faire, pourquoi pas nous? Deuxième destination, là aussi, vous allez vous dire, territoire très riche, ils ont de l'argent pour faire plein de choses, etc., etc., oui. Très intéressant, Genève, vous arrivez à l'aéroport, là aussi, vous vous posez, et vous avez, quand vous êtes à Genève, accès, si vous êtes visiteur, à un pass qui vous donne la possibilité d'utiliser les transports publics de manière illimitée pendant tout votre séjour, gratuitement, payé par la collectivité. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous avez accès directement à l'aéroport. En général, ce genre de truc, vous prenez votre avion, vous arrivez, vous prenez votre bus, vous arrivez dans la ville, vous allez à l'office de tourisme, on vous le donne. Là, c'est directement depuis l'aéroport, donc déjà, vous pouvez commencer à avoir une démarche assez vertueuse depuis cet aéroport. C'est des petites choses, mais c'est basiquement très intéressant. Là, on part sur une destination qui est un petit peu plus latine, Madrid. Et là, en fait, on est plus dans ce qu'on va vous pousser. On va vous pousser à prendre une offre de transport public. Là aussi, pourquoi? Parce qu'elle est super bien faite. 24 heures sur 24, toutes les 15 minutes, paiement directement par carte bleue en validant en open paiement, du Wi-Fi à bord et un temps de trajet pour aller vers le centre-ville et vers un point d'intermodalité hyper rapide. Tout ça, j'aurais pu vous montrer des trains, évidemment. Vous arrivez en train dans une destination. Je vous ai montré les aéroports. Pourquoi? Parce que changer le monde aérien, ça va être un peu compliqué, ça va mettre du temps. Par contre, changer ce petit bout qui reste entre l'aéroport et votre destination finale, ça peut changer considérablement les choses. Maintenant, je suis arrivé. Je suis à ma destination, je suis là. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, c'est des choses sur lesquelles vous avez beaucoup de leviers. Là, j'ai pris une destination qui est proche de la mienne. J'habite à Anglet. Saint-Jean-de-Luz, c'est super, c'est très joli, tout le monde aime le Pays Basque. Vous arrivez, vous voulez faire du vélo. Un jour où il ne pleut pas, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Et vous vous dites, allons-y, vous pouvez louer un vélo, c'est facile. Vous arrivez, Bicicleta, il a 200 vélos, il les loue, il est très content, il est hyper sympa. Il vous loue un vélo. Des pistes cyclables, vous commencez à en avoir. Le seul problème, c'est que vous ne savez pas où aller. Non, c'est super le territoire, en plus il y a quelques bosses, si vous connaissez le Pays Basque. Ça, c'est pas un problème, vous avez un vélo électrique, mais vous ne savez pas où aller. Là, aujourd'hui, on a déployé une application, alors celle-là c'est GeoVélo, il y en a d'autres, il y a Loupi, il y en a plein d'autres, mais qui fait du calcul d'itinéraire vélo et où on a intégré des boucles touristiques
une quinzaine, qui vous permettent d'aller découvrir le territoire selon votre niveau et selon ce que vous voulez faire. C'est gratuit, vous le téléchargez. Pourquoi c'est bien? Parce que l'office de tourisme, ils sont ravis. Ils ont les bonhommes qui arrivent, ils leur disent « je veux faire du vélo », ils leur disent « tiens, tu télécharges ça et je veux plus te voir ». Et ça marche super bien, parce qu'en plus, c'est sécurisé. Là, on fait la promotion des modes doux et plutôt du vélo. Il y a un mode doux qu'on a tendance à oublier, malheureusement, c'est la marche à pied. Il ne faut pas oublier, quand vous vous levez le matin, le premier truc que vous utilisez, ce n'est pas la voiture, enfin j'espère, sinon c'est qu'il y a un souci, c'est vos pieds. Pieds nus d'abord, et puis après avec vos chaussures. Londres, ce système s'appelle Legible London, c'est hyper connu dans le monde des transports, dans les geeks du transport comme moi. Ce système-là, c'est quoi? C'est les premiers systèmes où, par rapport à là où vous êtes, on vous montre tout ce qu'il y a à disposition autour de vous. Alors là, on est plutôt sur le 15 minutes de marche, mais après, vous avez un autre système qui est zoomé sur les 5 minutes, sur les 2 minutes, et vous avez vraiment à disposition tout ce que la ville vous offre. Et ça a même été, donc ça a 15 ans, donc on n'est pas en train de vous parler d'innovation au sens propre, innovation numérique. On a même des cartes, il y a une carte qui est sortie qui s'appelle Central London, qui elle reprend toutes les balades que vous pouvez faire à l'intérieur du centre de Londres, avec un aspect sympa, c'est-à-dire pas trop de bruit, pas trop de voitures qui passent, potentiellement traverser des bois et des parcs sympas. Là, on fait la promotion de la marche à pied, et c'est une autorité de transport qui le fait. Ce n'est pas un institut touristique. Toujours à Londres, moi j'aime beaucoup Londres, notamment parce qu'il y a une vraie urbanité pour se balader à pied, c'est intéressant, on n'a même pas besoin de prendre un vélo. Ça, c'est une application qui s'appelle Go Gently, qui a été poussée par l'autorité de transport. Pourquoi elle est super? Parce qu'elle a deux faces. Elle a une face où les habitants vont créer leur propre boucle pour vous dire venez visiter ce quartier-là. Là aussi, on peut vous montrer des parcs, on peut vous montrer différents points d'intérêt touristiques et points d'intérêt patrimoniaux. C'est vachement sympa et moi, en tant qu'habitant, je le connais, je peux vous dire que c'est vraiment cool à faire à pied. Et il y a une deuxième partie qui est poussée par l'application en elle-même et qui vous pousse aussi des boucles d'intérêt touristique et là où on peut faire des collaborations et des partenariats avec les offices de tourisme. Cette application-là, elle marche très très bien. Elle a explosé pendant le Covid, évidemment, avec tout l'effet confinement, limitation des distances, etc. Et quand vous arrivez à Londres, que vous veniez de n'importe où, c'est facile, vous la téléchargez, elle est gratuite et vous avez accès à plein de balades à pied. Et c'est souvent ce qui manque. C'est-à-dire qu'on se dit à Londres, on peut faire plein de trucs, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment où aller, à part se faire Hyde Park, enfin les trucs un peu connus. Donc ça participe vraiment à la promotion de la marche à pied, qui, encore une fois, est le mode de déplacement le plus simple et le plus vertueux. Hyper intéressant comme exemple, Porto. J'ai toujours tendance à dire, créer une offre spécifique pour les touristes dans le transport, c'est une connerie. Je le redis, je le redirai pendant très longtemps. Il faut faire en sorte que les réseaux de transport public s'adaptent à l'ensemble des publics, dont les visiteurs. Sinon, ça ne marche pas. C'est du gaspillage d'argent public. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Porto, hyper intéressant. La ligne 500, c'est une ligne classique qui va du centre-ville, place de la Liberté, jusqu'à Matachinos, en longeant le Douro. Elle est absolument géniale. Elle n'est pas touristique à la base. Cette ligne, progressivement, ils ont vu qu'elle avait un intérêt touristique parce qu'elle longe le Douro, qu'elle amène aux plages. Ils ont mis en place des bus à impérial. C'est très bête, mais le bus à impérial dans le transport, on switch complètement de langage. On n'est plus dans le transport contraint, on passe dans le monde du transport touristique. Je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question, je n'ai aucune idée. C'est le Double Decker à Londres, c'est les Seasying, etc. C'est un bus touristique. Or, c'est une offre dans laquelle vous montez en payant votre titre de transport 1,90 €, comme tous les gens qui la prennent et qui habitent à Porto. Ils viennent de mettre l'open payment, donc vous pouvez payer avec votre carte bleue, même pas besoin d'acheter de titre de transport. Et avant ça, à l'époque, on n'avait pas le roaming sur les téléphones, donc les systèmes d'interface entre les différents opérateurs. Il y avait du Wi-Fi, donc vous pouviez en plus télécharger des trucs, vous renseigner, tout ça, en étant dans le bus. Cette ligne, elle cartonne, et j'en parlerai un peu après, mais elle rapporte beaucoup d'argent à la collectivité. Limburg, 40 km au sud-est de Bruxelles. Les Flandres, ils aiment beaucoup le vélo. Et là, c'est génial parce que c'est pas juste on développe des pistes cyclables, ils ont carrément creusé un chemin au milieu d'un lac, artificiel évidemment. Et ce que vous voyez à droite, c'est un espèce de tree top, c'est-à-dire qu'on monte avec le vélo dans un chemin qui a été aussi ancré dans les arbres et dans la forêt. À faire, je vous conseille si vous avez l'occasion, alors c'est pas, vous vous dites, j'ai pas envie d'aller à Bruxelles demain, non mais prenez un vélo, enfin louez un vélo parce qu'il y en a beaucoup, faites de l'intermodalité avec le train, allez voir ça, avec des gamins, c'est absolument génial. Et pourquoi je le montre? Parce que c'est eux leur manière de faire du tourisme, c'est de dire l'objet vélo, c'est le centre de toute notre stratégie. C'est accueil vélo, resto vélo, dodo vélo, vélo lac, vélo bois, tout ce que vous voulez, vélo gamin, vélo itinéraire. Et pour le coup, ils font de la promotion, mais pas par de la communication, par des vraies infrastructures attractives. C'est un super exemple. Et la Flandre est en train de faire pas mal de choses sur d'autres sujets liés, comme les points nœuds, etc. Donc je vous conseille d'aller regarder ça. Comme on est chez nos amis belges, on y reste. Et là, on va à Bruxelles, toujours en Flandre. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de Wallon dans la salle, parce que sinon je vais me faire allumer, mais bon, le fait est que c'est un exemple qui vient des Flandres.
Bruxelles, ils ont créé un truc qui est absolument génial. C'est un truc auquel je crois beaucoup aussi. Il faut arrêter de faire des offices de tourisme. Je sais pourquoi des offices de tourisme. Avant, ça s'appelait les syndicats d'initiative. Faites des offices du tourisme et de la mobilité et du pinard et du je sais pas quoi, mais arrêtez les offices de tourisme. Eux, ils ont créé un truc, ça s'appelle le Mobility Store. Alors, ils auraient pu l'appeler autrement. On va voir, il y a un autre exemple encore plus intéressant après. Et c'est quoi? C'est de dire, il y a plein d'offres à disposition maintenant. Il y a du numérique, il y a du free floating, il y a du machin, il y a plein de choses. C'est tellement génial qu'il y a tellement de trucs qu'on ne sait pas quoi faire. Et on ne sait pas si on peut utiliser une trottinette, comment, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est cher, est-ce que, etc., etc. Le Mobility Store, c'est quoi? C'est un endroit où vous avez accès à toute l'offre et vous avez des Mobility Angels qui vont vous expliquer comment marche l'application, qui vont venir avec vous dans la voiture en autopartage, qui vont vous montrer comment fonctionne la trottinette avec même des pistes d'essai pour que vous ayez accès à tout ça. La deuxième étape, c'est sûrement l'étape d'Annemasse, qui n'est pas encore complète. C'est une maison de la mobilité et du tourisme. Alors, eux, c'est la première étape, c'est-à-dire que quelqu'un va vous vendre de la mobilité d'un côté et du tourisme de l'autre. On n'est pas encore dans la personne qui va vous vendre les deux. Bon, le début, c'est qu'on a déjà les deux choses dans le même espace, ce qui est pas mal. Donc, quand vous allez à Annemasse, vous êtes à côté de la gare, c'est un territoire qui est éminemment touristique, intermodalité avec le réseau ferroviaire, le Léman Express, etc. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait. Et cet espace est tout neuf et vous avez accès à l'ensemble de l'offre touristique, des gens qui vous renseignent comme dans un office de tourisme normal, classique, on va dire. Et ensuite, vous avez la vente de tous les titres de transport avec un renseignement sur l'ensemble des réseaux, urbains, interurbains, ferroviaires et même les privés type Blablacar, Flixbus, etc. Ça, c'est une première étape vers quoi? Vers une humanisation du renseignement, mais qui ne se limite pas aux frontières soit du tourisme, soit de la mobilité. Moi, je parle de la mobilité, c'est mon domaine, évidemment, mais je pense qu'on pourrait rajouter plein d'informations dans un office qui changerait de nom et qui aurait vocation à s'élargir à d'autres sujets. Alors, il me reste 3 minutes, donc ça, c'est le moment où je reprends un mode de transport et où je m'en vais. Et du coup, là aussi, il y a des exemples très intéressants. Ça, c'est Édimbourg. Donc, on est en Écosse, capitale de l'Écosse, qui crie son indépendance en ce moment, d'ailleurs, très intéressant à suivre. Et là, en fait, on vous dit, prendre le bus pour repartir à l'aéroport, c'est pareil, c'est toujours un truc qui est un peu compliqué. Il est où l'arrêt de bus qui nous prend en charge? Est-ce que c'est mixé avec l'arrêt de transport public classique? Est-ce que je vais pouvoir acheter mon titre de transport? Est-ce que je vais pas être sous la flotte? Parce qu'au Pays Basque, il pleut, mais alors en Écosse, autant vous dire que vous avez un facteur encore plus important de risque de pluie. Eux, ils ont créé un espèce d'endroit où ils vendent des titres de transport, où ils font café, et où vous avez un espace d'attente, une sorte de lounge. Et c'est un peu le salon grand voyageur SNCF que vous avez en gare. Ben oui, ils se sont dit, pourquoi on le ferait à l'aéroport alors qu'on peut le faire en ville? Parce que déjà, les recettes, c'est nous qui allons les récupérer, c'est pas l'aéroport, donc ça, c'est cool pour nous. Et nous, autorité de transport, ces recettes, on en a besoin. On fait du transport subventionné. Donc, ils ont créé des espaces, j'ai oublié le nom, mais vous regarderez, je vous enverrai la présentation, qui sont dans le centre d'Édimbourg, il y en a 3, et qui sont liées aux dessertes express aéroportières, qui sont extrêmement importantes à Édimbourg, et qui vous permettent d'attendre cette desserte-là de manière extrêmement confortable, en prenant votre café, en ayant accès au titre de transport, en ayant tout prêt, et quand le bus arrive, c'est hyper easy de partir là-bas. Et encore une fois, ils ont inversé un peu cette logique-là, qui, à mon sens, est super intéressant. Ça, c'est Barcelone. Pourquoi je vous en parle? Vous allez vous dire, c'est un peu la même logique que Madrid. Oui, c'est pareil, c'est une ligne de transport public super bien, avec de la fréquence, avec une offre quasiment 24/24 qui vous amène à l'aéroport de Barcelone hyper rapidement. Pourquoi j'en parle? Parce que j'étais avec la Generalitat de Catalunya il y a 4 jours à Barcelone, et il me disait, tu n'imagines pas le pognon que nous rapporte cette ligne. Et pourquoi je le dis? Le transport manque d'argent. Et déjà, quand on en parlait avec Jean Pinard tout à l'heure du CRT Occitanie, il disait, dites aux opérateurs de transport que grâce aux visiteurs et aux touristes, vous allez leur faire gagner de l'argent et remplir leurs véhicules, on va commencer à pouvoir discuter. Ça, c'est un exemple. Je peux vous assurer que la Generalitat, qui est l'équivalent de la région, jamais vous allez leur supprimer cette ligne qui fait le lien aéroport-centre-ville. Elle rapporte énormément d'argent. Pourquoi? Pas d'abonnement, uniquement du titre unitaire, des fréquences qui sont quand même assez élevées, mais des contrats qui sont très spécifiques, qui ne sont pas englués dans des délégations de services publics ou autres. Ça, la directrice me l'a dit, ça s'appelle une cash machine. Et ça, c'est pas que Barcelone, ça marche partout. Donc, si vous voulez commencer à faire du lien mobilité-transport avec le tourisme, commencez par ça, ça va déjà faire bouger quelques personnes qui n'auraient pas forcément cette idée. Dernier élément, j'ai pas beaucoup parlé du train, moi je suis fils de cheminot, petit-fils de cheminot, j'ai même été contrôleur. J'adore le train. Et moi, le vœu que je fais, c'est que, au lieu que tout le monde arrive en avion dans une destination, les gens arrivent en train. Alors, je vous ai montré beaucoup d'exemples qui étaient liés au système aéroportuaire. Moi, je pense qu'il faut se servir de tout ce que fait l'aérien de bien et le coller sur le ferroviaire pour en faire quelque chose de vraiment intelligent. Et en fait, et j'espère que j'ai le droit de dépasser de 30 secondes, ça, c'est Oslo.
Le train que vous voyez à gauche, en haut, c'est le train qui fait le lien entre le centre-ville et l'aéroport. Ce train, il est incroyable. C'est un train à grande vitesse. Alors déjà, des trains à grande vitesse entre un aéroport et un centre-ville, vous n'en verrez pas beaucoup. Ils ont un petit peu d'argent en Norvège, je vous l'accorde. Ils ont une petite réserve fédérale de 10 000 milliards d'euros, donc ça les aide. Mais en fait, eux, ils ont mis tous les codes de l'aérien, mais tous les codes qui poussent à l'attractivité du mode aérien dans ce train-là. Ce train-là est absolument incroyable. Quand vous êtes dedans, vous avez même les horaires de l'avion à l'intérieur en temps réel. Vous avez un niveau de confort qui est extraordinaire. Vous avez un support et un confort d'accès comme dans des aéroports quand vous avez la carte Air France, etc. Et ils ont collé les codes en fait, de l'aérien sur ce train-là. Et je pense que même les gens, quand ils arrivent à l'aéroport, l'impression que ça fait quand on le prend, c'est on préférerait continuer dans le train plutôt qu'aller monter dans un avion qui est quand même une expérience absolument horrible en règle générale, mais qui a quand même des codes qui fonctionnent bien. Donc moi, ce que je trouve intéressant chez les Norvégiens, c'est qu'ils ont eu ce pragmatisme. Et moi, je rêve d'une France qui ferait que le train serait finalement le mode d'accès favorisant le tourisme, la visite de tous les territoires. Donc finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a une douzaine d'exemples. À travers ces 12 exemples, une fois qu'on les mélange, on arrive à se faire une petite idée de choses qui sont en fait assez pragmatiques, je pense, qui sont très liées à l'information, qui sont très liées à la manière de communiquer aussi, et qui permettent d'améliorer le lien entre mobilité et tourisme. Je le rappelle, vous ne pourrez jamais faire du tourisme que vous appelez durable sans réfléchir au transport. 70% des émissions de CO2, c'est le transport. Donc, c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas pour vendre des missions de consultants, c'est une réalité. Et l'idée, ça serait que ces 70%, ils baissent pour pouvoir faire des choses un petit peu meilleures. Donc là, vous avez quelques ingrédients. Dernier élément avant de finir, c'est pas parce que j'ai montré des exemples urbains que ceci, on ne peut pas le retranscrire dans des exemples qui sont potentiellement non urbains ou ruraux. Il y a des choses pragmatiques sur l'information qu'on peut tout à fait faire sur des petits territoires. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin de séjour à Pau.